La personne, quand vous acceptez de faire ce qu'elle demande, elle va dire « Oh, t'es adorable, t'es gentil, oh là là, tu m'as sauvé ». Il y a un bénéfice à entendre ça. Pourquoi ? Parce qu'on va se sentir valorisé. Mais le problème, c'est que quand je dis oui à l'autre, à qui je dis non ? Je dis non à moi. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé et bon matin à tous, ravi de vous retrouver. Bon matin Karima. Bon matin Philippe, bon matin nos auditrices et auditeurs. Karima Chadi, bien installée sur son Cédari, oui. Psychothérapeute, coach parental et familial et praticienne en constellation familiale et ça cartonne. Oui. Savoir dire non ce matin, et on le verra dans cette émission, il ne s'agit pas seulement de dire non, encore faut-il savoir dire oui et de façon claire. Oui. Je vais vous poser une question à vous qui nous écoutez ce matin. Vous est-il arrivé de dire oui alors que vous n'en aviez pas du tout envie ? Ça, c'est une bonne question. C'est que Karima ne me dit jamais non. Ouais. Même si elle ne fait pas les choses, elle ne dit pas... elle dit jamais non. Alors là, on commence avec ça, Philippe. Non, et je me demande si finalement, c'est pas culturel de... Si. Il y a quelque chose de très culturel. Parce que les Indonésiens, par exemple, ils disent jamais non. Oui. Mais ils font pas les choses, hein. Mais ils disent pas non. Parce que le non, il peut paraître un peu brutal, agressif, pas engageant. C'est comme si on posait en fait une barrière entre nous et les autres. Ouais. Et c'est pour ça que dans certaines cultures, c'est difficile de dire non et donc on le dit pas, ou alors on va le dire d'une manière détournée et contournée, soit avec des jeux de mots, soit avec des phrases, des manas comme on dit en arabe, des choses qui veulent dire. On veut dire quelque chose, mais je sais pas comment on peut les appeler ces figures de style en français, je sais pas. Les manas. C'est-à-dire dire quelque chose quelque chose qu'on ne veut pas dire. Je vais y arriver. Qu'on ne veut pas dire. Et de dire le non d'une manière indirecte. Voilà, je veux dire c'est ça. Et comprennent qui pourra. Et comprennent qui pourra. Voilà. Exactement. Mais est-ce que finalement, alors attention, je mets des guillemets. Hein, oui. Le Inch'Allah, ça veut pas dire non. Oui, vous pouvez le. Oui. Vous demandez aux enfants, hein. Vous demandez aux enfants quand ils disent maman, on peut aller au parc aujourd'hui, ou maman, papa, est-ce qu'on peut aller là ? Les parents disent Inch'Allah, mais dans leur tête c'est déjà un non, et les enfants disent non, mais pas le non, pas le Inch'Allah qui veut dire non. Vous voyez, parce qu'en fait, le véritable sens de Inch'Allah, c'est si Dieu le veut, c'est-à-dire qu'on se remet entre les mains de Dieu. Mais parce qu'on a du mal à dire non et parce qu'on a peur aussi de blesser l'autre, parce qu'on a peur en fait d'être rejeté par l'autre. On va voir tout ce que le non peut signifier. Tout ce que ce non veut dire. Mais c'est vrai, vous avez raison, Philippe. Dans certaines cultures, dans certains pays, on n'entend pas le non. Et quand on l'entend, c'est waouh, ça peut être très brutal et très violent pour la personne qui le reçoit. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, puisqu'on est en période de solde, hein, peut-être vous est-il déjà arrivé d'acheter quelque chose qui ne vous convenait pas du tout, parce que la vendeuse vous a dit que ça vous allait bien, et que vous n'avez pas osé dire non. Exactement. Parfois, ça peut arriver. Hein. Vous avez accepté un travail supplémentaire alors que vous n'aviez pas le temps. Oui. Votre meilleure amie vous téléphone en pleurs, elle est de nouveau à découvert, et si elle ne trouve pas immédiatement de l'argent, eh bien elle sera interdit bancaire. Et pourtant, c'est pas la première fois qu'elle vous demande une aide financière. Oui. Et elle ne peut demander ça qu'à vous. Exactement. Et donc la difficulté, donc ça vient mobiliser le côté sauveur un peu, le côté aidant, le côté sauveteur, comme on l'a dit, sauveur. Et donc de pouvoir, de se dire, mais attends, la pauvre, elle a du mal quand même, c'est qu'elle n'y arrive pas. Et le problème à côté de ça, c'est qu'on ne laisse pas les personnes prendre leurs responsabilités en face du non, parce qu'on ne nous a pas appris depuis tout petit à gérer le non. La plupart du temps, c'est quoi ? Enfin, pourtant, les enfants ont quand même une phase où... Oui, il y a la phase. Il y a la phase du non. Et les ados, pareil. Hein. Oui, exactement. C'est des phases qui reviennent dans le développement de la personnalité, mais ça va dépendre de comment c'est accompagné, Philippe. Comment les parents accompagnent ce non. D'accord ? Si ce non, il est brimé, il n'est pas accompagné comme étant... un moyen d'affirmation, un moyen d'autonomie qui mène vers l'autonomie, vers la responsabilité, eh bien, on va utiliser des phrases ou comme on les appelle les drivers, hein, des messages contraignants. L'enfant va dire non, mais on va le forcer. On va dire, mais non, allez, fais plaisir. Et donc, l'enfant comprend que le non n'est pas audible pour le parent, il ne l'entend pas, donc il va se plier. Pourquoi ? Parce que l'enfant pourrait se dire, je ne peux être aimé de ma mère que si et seulement si je fais ce qu'elle me dit. Voyez ? Et donc imaginez ça, c'est quand ils sont enfants, mais quand ils deviennent à l'âge adulte, on se retrouve à saboter des relations, on se retrouve à
à vivre, enfin, être dans le mal-être au niveau du travail, avec ses collègues, tout ça, parce qu'on n'a pas réussi à dire non, ou à simplement dire écoute, là je peux pas, c'est pas possible pour moi, sans rentrer dans la justification, sans tomber dans la défensive, sans être dans le sarcasme, sans être dans l'indifférence, parce qu'on nous a pas appris à dire non, et on n'a pas appris aux autres aussi à entendre le non. Donc il y a la question avec ça de quoi ? Des limites, et la question du respect. Vous voyez, moi, je vous raconte, moi vous l'avez dit, que vous entendez très rarement le nom de ma part. Non. Enfin, je l'entends maintenant, mais je me suis habitué. Parlez-vous le Karima Chadi. Mais moi, je sais que dans mes relations amicales, et comme vous le savez, Philippe, donc parfois c'est difficile. Par exemple, dernièrement avec une amie, on avait prévu quelque chose et j'avais du mal. Je dis oh là là, comment je vais lui dire que c'est pas possible ? J'ai un autre engagement qui s'est greffé dessus. Oh, mais mon Dieu, c'était l'usine à gaz et un truc avec, je vous dis même pas l'état émotionnel dans lequel j'étais. Je me sentais essorée dans ma poitrine et dans mon ventre et de dire mais comment je vais lui dire ? Les deux événements étaient engageants. Ah oui, pour elle, au même niveau d'exigence. Et là, j'ai dit, mais et à un moment donné, donc j'avais d'un côté la culpabilité qui est là, qui rôde tout autour, et dire, mais comment je vais faire ? Je dis, bon, écoute, l'authenticité, Karima, soit authentique, et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, écoute, là, ce sera pas possible, je pourrais pas être là à tel événement. Donc j'ai un autre événement qui, avec ma mère, qui est. Mais là, vous êtes déjà presque dans la justification. Mais j'étais dans la justification. Après, l'autre, est-ce que l'autre l'entend ? Ouais. Et à un moment donné, l'autre me dit mais Karima, c'est important, moi je comptais et tout, oh là là, on va être déçus, Je lui dis oui, j'entends, et moi-même je suis la première déçue, mais j'ai pas le choix. Et la personne, quand elle m'a entendu dire ça, mon amie, quand elle m'a entendu, elle a dit oh là là, pardonne-moi, excuse-moi, là je vais te faire culpabiliser, excuse-moi, c'est déjà pas facile pour toi. Donc quand on a quelqu'un en face qui est assez éveillé, assez ouvert et assez dans une démarche de compréhension, eh bien elle va s'arrêter. Au moment où elle se rend compte qu'elle vient en rajouter et remuer le couteau dans la plaie, elle va dire ok, stop, oui, je comprends. Ça n'empêche pas la déception. Oui. D'accord ? Mais voilà, il y a des fois, il y a des situations sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et sur lesquelles on n'a pas le pouvoir d'agir comme on voudrait l'agir. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, beaucoup d'entre nous avons une réelle difficulté à dire non. Il nous est souvent pénible de dire non à ceux qui nous demandent des choses que nous ne voulons pas faire, de dire non aux obligations qui ne sont pas vraiment des obligations. Bah oui, de dire non à l'autorité, bon, ça peut s'expliquer. Oui. Quand je parle d'autorité, je parle de votre patron, par exemple. Oui. Ou de dire non à ceux que nous aimons quand ils abusent de notre affection, et qui peuvent, dans ces cas-là, faire un peu de manipulation affective. Absolument. Les parents sont assez forts pour ça. Oui, mais oui. Et les enfants aussi. Et les enfants aussi. Ouais. Vous savez, quand on est dans une relation, qu'elle soit relation amicale, relation amoureuse ou relation parentale, filiale, ou même avec nos collègues, ou qu'il y ait une hiérarchie dans cette relation, forcément, on mobilise quoi à ce moment-là ? La peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas correspondre à ce que l'autre attend, la peur de ne pas être assez pour l'autre, voyez ? Donc forcément, on va se retrouver à négocier avec soi-même et se dire, c'est pas grave. Moi, il m'est arrivé quand j'étais déléguée de parents d'élèves, et quand on préparait la kermesse, je devais être à plusieurs endroits en même temps. Alors, j'ai pas encore le don d'ubiquité, c'est clair, je ne l'ai pas encore, et je pense pas que je l'aurai un jour, d'accord ? Mais je me retrouvais à être dans des situations entre aller, parce que les parents me faisaient confiance et l'école, pour acheter la viande halal, et pas ramener n'importe quoi, parce qu'on faisait un barbecue. Donc les merguez, c'était moi qui les ramenais. Il fallait que j'aille chez le boucher. Ensuite, les gâteaux, il fallait que je fasse la liste des personnes. Ensuite, il fallait que je sois au stand de maquillage, parce qu'ils adoraient. Moi, j'adorais faire ça. Le maquillage, le chamboule, tout. Je dis, oui, mais je pourrais pas être partout, quoi. Voyez ? Et en même temps, que mes enfants profitent de la kermesse aussi. C'est sûr que merguez et maquillage, il faut choisir. Voilà. Ça, il y a un choix à faire. Donc vous imaginez. Moi, j'aurais pris merguez, mais bon, après, maintenant. Après, j'ai délégué parce que, mais une fois que j'étais complètement dépassée en charge mentale, parce que se dire oh là là, et en plus avec un petit chouïa de perfectionnisme, un saupoudrage de perfectionnisme, et bien à un moment donné de se dire non, je ne peux pas tout faire, ce n'est pas possible. Mais il y a cette donc phrase, à un moment donné, il faut bien dire non, quoi. Ouais, non, mais il y a une phrase que peut-être vous avez entendu ou que vous vous êtes entendu dire, vous qui nous écoutez ce matin, je n'ai pas envie, mais je ne peux pas dire non. Oui.
parce que justement, on s'enferme. Philippe, je vous ai coupé, mais allez-y. Non, je ne peux pas dire non. Donc ça veut dire quoi, je ne peux pas dire non? Je ne peux pas parce qu'il y a des considérations, Philippe. Il y a dans notre tête, là, comme ça, et dans notre cœur, au niveau donc cognitif, donc des croyances, des convictions, et au niveau émotionnel, des états émotionnels, parce qu'on ne veut pas ressentir le rejet ou la non-reconnaissance de la personne quand vous acceptez de faire ce qu'elle demande. Elle veut dire « Oh, t'es adorable, t'es gentil, oh là là, tu m'as sauvé, oh là là, tu m'as fait... » Donc, il y a un bénéfice à entendre ça. Pourquoi ? Parce qu'on va se sentir valorisé. Mais le problème, c'est que quand je dis oui à l'autre, à qui je dis non ? Je dis non à moi. D'accord ? Je me dis non à moi. Donc, la personne... elle est là, elle est en train de combler ou en train de nourrir des besoins psychologiques où elle va se sentir valorisée, où elle va avoir la reconnaissance des autres, mais à quel prix ? À quel prix ? D'accord ? C'est pour ça que la question de l'intention, moi je le dis souvent quand on travaille sur les messages contraignants de faire plaisir, de sois forte, dépêche-toi, fais des efforts, vous savez, qu'on retrouve dans l'AT, dans l'analyse transactionnelle, de dire mais est-ce que toi ça te fait plaisir ? Est-ce que tu as envie de le faire ? Parce que si tu vas le faire et qu'après on va faire payer la personne et dire avec tout ce que j'ai fait pour toi, hein, c'est comme ça que tu me le rends. Je me suis privée de ça et de ça et de ça et j'ai pas été à mon truc et j'ai pas fait mon sport et j'ai tout ça pour pouvoir venir te récupérer à tel endroit et nanani et nanana, et on fait payer à l'autre. Alors que c'était simplement notre incapacité à dire non. Vous avez dit je ne peux pas dire non, c'est une question de pouvoir. Est-ce que je prends mon pouvoir en acceptant, en osant déplaire à l'autre en disant non? Si l'autre ne sait pas écouter, ne sait pas entendre le non, est-ce que je vais oser déplaire? Elle est là, pour moi, elle est là la question. Pourquoi ? Parce qu'on est là, je veux mon petit sucre là, je veux ma petite friandise de reconnaissance de good girl, c'est bien, t'es une brave fille, voilà. Donc tu es bien, tout le monde te regarde. Ah oui, elle rend tout le temps service, elle est. Oui, c'est ça. On peut compter sur elle. Le deal, il est là, Philippe. Mais là, dans ce cas-là, quand je dis oui à l'autre, je me dis non à moi-même et se poser la question de l'intentionnalité. Est-ce que j'ai envie ou pas ? Est-ce que ça me fait plaisir ou pas ? Est-ce que j'ai envie de faire cet effort ou pas ? Et ça veut pas dire, ça ne fait pas de nous des égoïstes ou des égocentriques. Ça fait simplement de nous des gens qui sont à l'écoute de leurs besoins, des gens adultes et responsables, tout simplement. Voilà, comment dire non ce matin ? Comment dire non sans blesser les autres ? Comment dire non sans s'en vouloir à soi-même ? Voilà, oui. C'est un vrai sujet. On disait hors antenne que c'est dans un contexte professionnel, par exemple, c'est parfois compliqué de dire non. Hein, surtout si c'est un supérieur hiérarchique qui vous le demande. Ben oui, parce qu'il y a le rapport, il y a un rapport d'autorité. Tout à l'heure, on le disait en début d'émission quand on parlait de l'autorité. Il y a un rapport hiérarchique de si je dis non, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Est-ce que comment va le prendre le patron ? Est-ce que ou les collègues ou comment par exemple, ne serait-ce que le nom d'aller on va déjeuner ensemble. Moi, je sais qu'avec mon fils, quand il était en stage et tout ça, il me dit « Maman, des fois, j'avais envie de me retrouver dans ma bulle et de ne pas manger avec les autres. » Et bien, dire non, je n'ai pas envie de manger avec eux, j'ai envie d'avoir mon sas de décompression. Ouais. Tu vois ? Et donc, ça c'est difficile. Quand on le dit comme ça semble simple. Mais en fait, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en conflit, en fait. Et au niveau de nos besoins psychologiques, il y a des freins psychologiques, des besoins psychologiques, des besoins sociaux, des besoins émotionnels. Et si on n'arrive pas à les nommer et à les reconnaître, ça va être difficile et on ne saura pas pourquoi on n'arrive pas à dire non. Donc la première étape, vous avez dit comment on fait pour dire non. Première étape, de s'écouter d'abord. C'est quoi le brouhaha intérieur, là ? Qu'est-ce qu'il dit, ce brouhaha intérieur ? Que ce soit au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de votre tête. Des schémas que j'ai construits autour de ce nom. Donc, est-ce que c'est un besoin d'être aimé, d'être accepté, qui me fait dire oui alors que j'ai envie de dire non ? Est-ce que c'est ma peur du conflit et avec ou pas, ou avec ou sans de la culpabilité ? Est-ce que c'est des croyances qui me viennent de l'enfance et que j'ai toujours vu mes parents agir de cette manière et donc je reproduis exactement la même chose ? J'ai jamais entendu mon père dire non, et ou ma mère dire non, et donc du coup je suis dans le mimétisme et dans la reproduction. Donc ça, c'est important de déjà se poser pour se dire, ok, quel est le besoin psychologique derrière ? Un besoin de reconnaissance, la peur du conflit, le rejet du conflit, un besoin d'appartenance, un besoin de se sentir utile. Mais ça peut être une valeur, par exemple, puisqu'on a fait une émission sur les valeurs. Oui. Vouloir être utile,
Oui, bien vouloir sûr. se rendre et disponible pour les autres, ça peut être une des valeurs qu'on a. Bien sûr, et cette valeur, elle doit être guidée donc c'est une de haute valeur. Donc derrière ça, il y a des vertus. La vertu de la gentillesse, la vertu de la bonté, la vertu de rendre service et d'humanité, en fait, finalement. Il ne faut pas que ça se transforme en « je suis une bonne poire ». Je suis une bonne poire et je suis un serviteur ou une servante. Ouais, c'est ça. Dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on devient esclave. Il faut se poser la source de ce « je veux me sentir utile », d'où elle vient. D'où ce « je veux me sentir utile », d'où il émerge. C'est ça, la source. Est-ce que c'est névrotique? C'est parce que je vais avoir de la place avec les autres et du coup, je vais être apprécié, du coup, je vais être aimé, du coup, mon besoin psychologique est nourri et donc je vais être dans ma névrose. Ou bien alors, je vais le faire d'une manière complètement désintéressée. D'accord? Et de la source de mon âme. J'ai envie et je n'attends rien en retour. Ni reconnaissance, ni un merci, ni quoi que ce soit, même si ça fait plaisir. D'accord? Moi, j'y crois pas beaucoup à ça. Si, quand même. Moi, j'y crois, Philippe. Je crois beaucoup aux bénéfices secondaires. Hein. Je crois qu'on fait rarement les choses uniquement pour les autres. Oui, je suis d'accord. Il y a toujours un bénéfice. On se sert aussi au passage. Je suis d'accord, Philippe. Maintenant, qu'est-ce que la différence dans cette intention positive, comme on l'appelle aussi dans d'autres approches, ou ce bénéfice secondaire, est-ce que j'en suis conscient? Quand j'en suis conscient, c'est pas pareil, c'est un choix conscient. Quand je n'en suis pas conscient, là, je le subis. Je fais ça parce que ça. Je vais servir le café à tout le monde alors que j'en ai rien à faire. J'ai pas envie ce matin, mais je vais le faire parce que pour entrer dans les bonnes grâces. Et puis parce que je l'ai toujours fait et c'est comme ça que les gens m'aiment. Oui, donc, exactement. Si je le fais pas, ils vont se demander ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui se passe. Exactement. Mais donc ça veut dire quoi? Que là, on se met dans une espèce de quelque chose de contraignant qui nous met la pression. Et donc du coup, il y a des jours où on n'a pas envie, des jours où j'ai pas envie de dire bonjour, des jours où j'ai pas envie de sourire. Vous voyez? Moi, il y a des jours, j'ai pas envie de sourire. Des jours, j'ai pas envie d'écouter. Moi, mon métier, c'est l'écoute. J'écoute les gens. Et il y a des jours, j'ai pas envie d'écouter. Vous mettez fermé pour travaux. Voilà, fermé pour travaux, par exemple. Fermé pour travaux. Karima Chadi, elle est fermée pour travaux. Elle est fermée pour travaux. Mais des fois, les gens ne le comprennent pas. Donc, du coup, je vais prendre sur moi. Voyez? Et donc, vous allez dire oui. Et donc, je vais dire oui. Mais pourquoi? Parce que je vais faire passer le bien-être de l'autre avant le mien. Mais c'est là où je fais du bullshit, Philippe. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas en attitude d'écoute et de présence. Ouais. Je veux juste virer vite, allez que ça finisse, quoi. Et le problème, c'est que l'autre va le sentir. Et même moi, je ne vais pas être bien. Et ce n'est pas se respecter soi-même ou respecter l'autre. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, que j'ai posée en supervision d'analyse de pratique avec mon superviseur à l'époque. J'étais à un mariage. Et dans ce mariage, dont on attendait, vous savez, la tradition marocaine, la mariée va sortir toute apprêtée, habillée, voilà, avec une gafa et compagnie, d'accord, donc bien habillée et tout. Et d'où on attend la mariée, on est tous là en train d'applaudir, les youyou, les machins. Je portais une tekcheta, donc la robe traditionnelle marocaine. Et il y a une dame qui vient et elle me dit Karima, c'est vous Karima? Je lui dis ouais, elle me dit vous êtes bien psychothérapeute? Oui, moi je suis en train de chanter, en train de danser. C'est pas le moment. Hein. C'est pas le moment. Et elle me dit, oui, je voulais vous demander, voilà, en fait, je suis en dépression depuis... Et nous, on attend la mariée qui va arriver incessamment sous peu. Et je la regarde et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et elle me pose des questions sur une molécule de médicament que lui a prescrit son psychiatre. D'accord? Alors moi, je suis pas psychiatre, je prescris pas de médicaments, je suis pas médecin. D'accord? Moi, je travaille avec de la sophrologie, de l'hypnose. Voilà. Et elle me dit, voilà, à ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Et je l'ai regardée, je lui ai dit, excuse-moi, c'est pas le lieu là. Elle me dit non mais vite fait. Je lui dis non, pas vite. Et là, pas vite fait, non. Et là j'étais fière de moi, mais j'étais très mal. Pourquoi je l'ai posé en supervision d'analyse de pratique? Parce qu'après j'ai culpabilisé. J'ai vraiment culpabilisé parce que moi je me sentais pas bien. J'avais l'impression de l'avoir rabroué, ça se dit, de l'avoir voilà, jeté. C'est pas une mamounade, vous pouvez y aller. Voilà, je peux y aller, d'accord. Et j'étais pas bien. Et quand j'ai posé ça en analyse de pratique, donc mon superviseur m'a dit tu as bien fait. Et il me dit la prochaine fois tu peux lui dire ce n'est pas te respecter et respecter ta question que de te répondre entre deux portes. On ne fait pas la thérapie entre deux portes. On fait pas et j'ai trouvé, et du coup je la garde. C'est une belle réponse. Et c'est une très belle réponse et c'est me respecter moi-même et respecter l'autre. Vous voyez? Et donc combien de fois des choses comme ça peuvent nous arriver, ou même quand on est avec nos amis, hein, je dis tu veux que j'ai la casquette amie là ou tu veux que je mette ma casquette thérapeute pour répondre à tes questions? Et beaucoup de mes amis me disent on a de la chance de t'avoir, on est amis avec une thérapeute. Je dis oui, mais là je vais être l'ami normal comme tout le monde et pas répondre à vos questions ou à votre mal-être, quoi. Vous voyez? Donc dire non,
c'est pas simple parce que ça vient mobiliser. Oui. Ça m'amène à la question, parce que là ce qu'a fait votre superviseur, c'est super intelligent. Oui. Est-ce qu'il y aurait des moyens détournés de dire non sans dire non? Oui, justement, ça c'en est un. Ça c'en est un de lui dire, écoute, est-ce que c'est une vraie question? C'est-à-dire qu'on va en fait utiliser la reformulation. Et on va amener la personne, en fait, on va faire l'effet miroir, en fait, le reflet, en lui renvoyant sa question, et pour lui montrer est-ce que c'est l'endroit approprié pour poser cette question. La mariée va arriver, je reprends le contexte du mariage, va arriver, on est tous là apprêtés à faire les you-you et compagnie, hein. Donc on est dans une ambiance de fête, j'ai pas envie de parler de la molécule de son antidépresseur, quoi. Vous voyez? Donc c'est une manière détournée de dire, et on peut le faire. Par exemple, de dire oui, je comprends que tu aies besoin de moi, et pour le moment, ce n'est pas possible pour moi. Et je ne vais pas plus ni dans la justification, ni sur la défensive. Et si la personne dit oui, mais quand même, regarde, non mais c'est pas compliqué, tu peux faire ça en 5 minutes. J'ai bien entendu ce que tu m'as dit, et je te le répète, ce n'est pas possible pour moi. Vous voyez ? Parce que c'est vrai qu'entendre un non comme ça, c'est comme si on se prend une gifle. Enfin, en fait, c'est le mot qui est violent. C'est le mot qui est violent, oui. Enfin, ou qu'il est devenu. Et il est devenu parce qu'il est devenu violent. Mais... Vous savez pourquoi? Moi, j'ai une hypothèse un peu aussi là-dessus, parce qu'on est aussi dans une société du tout de suite, et oui. Il y a un truc qui me plaît pas, je scrolle, je zappe, je change, je change de station, je change de... vous voyez, non, ça m'intéresse pas d'être là. On est vraiment... Et donc, du coup, le fait on nous a pas appris à gérer la frustration, et un enfant, quand on lui a pas appris à gérer la frustration du non, quand on lui dit non, c'est non. Non, mais moi je vais sortir, je vais aller voir mes copains, je vais aller jouer au ballon. J'ai bien entendu que tu as envie d'aller jouer au ballon, et c'est non. Et ce sera toujours non dans un quart d'heure. Et ce sera toujours non dans une demi-heure. Et je continue à entendre que tu n'es pas... Et tu as le droit d'être fâché. Tu as le droit. Et on le laisse pleurer. Et là, il va savoir gérer. Combien je reçois d'adultes qui n'ont pas su... On ne leur a pas donné les clés. Comment je fais avec cette frustration? J'en fais quoi? Elle est là, ça monte là dans la gorge et ça redescend, ça me serre, ça me met la tête à l'envers. On l'a pas appris. Et justement, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants, et même les adultes le font, puisque ça me plaît pas, je vais aller trouver une activité compensatoire. Ça va être quoi? On devient une compulsive, une acheteuse compulsive. On devient une addictive sur la nourriture. On commence à narcotiser avec des substances. Vous voyez pourquoi? Parce que on n'a pas développé ces compétences psychosociales chez l'enfant. Le fait de dire non et entendre le non, et à gérer ses émotions. Et c'est pas parce que je te dis non que je ne t'aime pas. C'est pas parce que je te dis non que ça veut dire qu'il n'y a plus de relation entre nous, qu'il y a une rupture. Non, pas du tout, au contraire. Vous voyez ? Et du coup, on crée un cadre et une sécurité. Alors, et souvent, on le voit dans les relations amoureuses aussi. Il y a une phrase qui peut être très utile parfois, c'est « je vais réfléchir ». Oui, alors celle-là, la technique que j'ai donnée avant de répéter plusieurs fois, on l'appelle la technique du disque rayé, vous l'avez compris. Oui. Et il y a la technique... Alors le disque rayé, oui. Voilà, on l'appelle comme ça. Pour ceux qui ont connu les disques vinyles, quand ils étaient rayés, il y avait une espèce de gros cratch, et puis ça repassait toujours au même endroit, en fait. Exactement, et même avec les CD, hein. Pas qu'avec les vinyles, même avec les CD. La technique du disque rayé, il y en a qui ne comprennent toujours pas. Non, parce qu'ils n'entendent pas. Oui, parce qu'ils n'entendent pas. C'est inaudible pour eux. Ouais. Et tant qu'il n'y a pas un petit début d'un petit choui, un petit début de oui, non, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, c'est votre question. Donc, je vais réfléchir. Oui, je vais réfléchir. Pour se donner du temps. Et avec la technique de je vais réfléchir, ce qui est aidant aussi, c'est de se dire j'ai le temps pour moi. D'accord ? Et je ne suis pas obligée de répondre tout de suite, d'amener l'immédiateté de la réponse. D'accord ? Et de préparer aussi ces réponses. Préparez vos réponses. Alors moi, c'est ce que je fais avec mes enfants quand je les coach des fois. Donc là, il y a d'ailleurs, félicitations à tous les bacheliers qui ont réussi le bac. Moi, j'ai mes neveux qui ont eu le bac, Rachel et Ishaq, qui ont eu le bac avec mention. Donc on est tout contents. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis partie sur le bac. Non, vous avez dit que vous, avec vos enfants, vous les coachiez. Je les coach exactement à préparer leurs réponses et à avoir plusieurs scénarios. D'accord? Si la personne me dit ça, est-ce que je peux répondre? D'accord? Si elle me dit autre chose, je peux répondre. Si elle me dit oui, parce que généralement, quand la personne en face ne veut pas entendre le non, elle va vous faire plein de propositions.
Et tu pourrais faire comme si tu faisais comme si, que tu faisais... Alors que vous avez simplement, vous n'avez pas envie. Et comme vous n'avez pas envie de lui dire, je n'ai pas envie de voir ta tête, je n'ai pas envie de sortir ce soir avec toi, je n'ai pas envie de passer du temps avec toi, mais on va pas lui dire comme ça à brut de décoffrage, on va des fois choisir des manières détournées. Mais comme l'autre persiste et insiste, à un moment donné, ça va... Non, mais t'as pas compris que c'est pas... J'ai pas envie de voir du monde, quoi. Et j'ai pas envie d'écouter tes histoires. Ça, faut y aller. Hein. Ben ça, il faut y aller. Ça, faut l'envoyer. Mais parce que en même temps, l'autre est responsable aussi, Philippe. Est-ce que tu as demandé à Leïla si elle était disponible? Si j'ai demandé à Leïla si elle était disponible? Bah oui. À ma sœur? Ben, par exemple, on peut dire, je sais pas, on dit. Pardon, est-ce que tu as posé, d'abord, je ne me permettrai pas de vous tutoyer, Karima. Oui. Avec tout le respect que je vous dois. Mais est-ce que tu as demandé à Leïla ou à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un d'autre, ou à Solal, et ça aide bien. Ouais. Ça aide bien de dire est-ce que tu as demandé, c'est-à-dire qu'on va amener le focus sur une autre personne et aller chercher, en fait, on appelle ça chercher la ressource à l'extérieur. D'accord ? On va aller chercher la ressource à l'extérieur et dire est-ce que tu as demandé à Leïla, est-ce que tu as demandé à Solal, est-ce que tu as demandé à Faudil, est-ce que tu as demandé à Philippe? Et il en pense quoi, Philippe? Qu'est-ce qu'il se dit à propos de ça? Il est fermé pour travaux. Voilà, et donc Philippe est fermé pour travaux. Donc et puis il y a beaucoup de travaux. Non, c'est pas vrai. Il dit ça comme ça, mais non, mais c'est vrai que moi j'ai fermé pour travaux aussi. Oui. C'est important d'apprendre à dire non. Mais parce que c'est une question de respect, Philippe, de respect de soi. De respect de soi. Non, quand on est fatigué, qu'on s'en veut. Si on dit oui et qu'on pense non, on va s'en vouloir après, derrière. On s'en veut d'avoir dit oui, d'avoir été trop faible, de ne pas avoir osé dire ce qu'on avait sur le cœur. Et au final, on se retrouve dans une situation qu'on a créée. Exactement, parce qu'il fallait simplement dire un mot avec 3 lettres. On peut en vouloir à personne. Exactement, mais qu'à soi-même, justement, parce qu'on est en colère contre soi-même. Savoir dire non. Voilà, c'est notre sujet ce matin, on en parle avec Karima Chadi. C'est pas toujours facile de dire non, parce qu'après, il faut assumer les conséquences de ce qu'on a dit. Oui. Mais surtout qu'il faut rester ferme sur ses positions. Oui. C'est pas le moment, la nuit passée, de dire bon, allez, oui. Oui, c'est parce qu'il faut rester ancré. C'est-à-dire, le non, il est motivé par quoi ? D'accord ? Et quand je dis non, est-ce que je suis en train de poser aussi des limites ? Je suis en train de démontrer le respect que j'ai pour moi-même, le respect que j'ai aussi pour mon travail. Vous voyez ? Donc, dire non, c'est vraiment se poser la question à ce moment-là. Moi, je le fais souvent, quand je dis non, quand je dis oui à l'autre, est-ce que je suis en train de me dire oui à moi-même aussi ? Est-ce que j'ai réellement envie ou est-ce que je suis en train de me dire non ? Et du coup, que je m'enferme. Et du coup, avec cette culpabilité, donc c'est pour ça que c'est important de rester ancré et aligné avec, vous avez parlé de valeurs tout à l'heure, Philippe, les valeurs qui sont derrière de l'appartenance, de l'utilité, de la reconnaissance, de la gentillesse, de la bonté. De la serviabilité. Oui, de la serviabilité, oui, mais ce sont des valeurs, bien sûr. Mais maintenant, ces valeurs, si elles sont servies par notre névrose, c'est parce qu'il y a la peur. On est guidé par la peur du conflit, la peur de se sentir coupable, la peur de se sentir rejeté, la peur de ne pas être assez pour les autres. Ben là, non, ça n'a rien à voir avec les valeurs, là. Ça n'a strictement rien à voir avec les valeurs. Donc, on se pose, est-ce que je suis bien centrée ? Est-ce que je suis bien alignée ? Est-ce que je suis bien ancrée quand je dis ce non ? Et l'autre, il peut danser la danse du ventre devant moi. Non, c'est non, ça restera un non. Et là, c'est une frontière. Vous voyez ? Ce n'est plus une limite. Parce qu'à partir du moment... Vous savez faire la différence entre une frontière et une limite ? Non. Une limite, c'est un obstacle que l'on va poser, c'est une barrière que l'on va mettre, d'accord ? Soit on se limite soi-même, et donc on va mettre une barrière devant nous. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas aller de l'autre côté ou de l'autre côté de la barrière. Et donc on va poser une limite, c'est aussi un cadre dans lequel je suis à l'aise. Une frontière, c'est-à-dire que quand il y a une frontière, c'est-à-dire que là on a dépassé au niveau des frontières de l'identité de soi, c'est-à-dire que je ne suis plus moi, je suis quelqu'un d'autre. Ouais. Quand vous quittez les frontières de la France et que vous vous retrouvez en Espagne, on parle une autre langue, c'est la même monnaie, on parle une autre langue, la culture elle est différente, c'est autre chose. Donc une frontière, et c'est pour ça que quand j'accompagne les gens à ce sujet-là, je leur dis mais elle est où la frontière ? Pour arriver à la frontière, d'abord il y a la limite qui va précéder la frontière. Mais quand on dépasse cette frontière, ça y est, on ne parle plus la même langue. Je ne sais pas si ça fait sens, ce que je suis en train d'expliquer là. Ouais. Oui, donc c'est important de pouvoir se dire quelles sont les limites
que je compose, les limites. Et qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Que je n'arrive pas à dire non. Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Pourquoi j'arrive pas à dire non? Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Mais est-ce qu'il y a un profil type des gens qui n'arrivent pas à dire non? Oui, il peut y avoir des profils types. Par exemple, en Ennéagramme, on a le profil 2, par exemple, ou le profil aussi empathique. Alors c'est quoi? C'est les rêveurs, c'est quoi? Non, le rêveur, il peut dire, il dit non, le rêveur. Oui. En Ennéagramme, le 2, c'est l'altruiste. On dit l'altruiste ou l'indispensable. Lui, non, parce que justement, il est en quête d'amour. Il est en quête d'amour et il se sent aimé, il se sent valorisé que quand il dit oui à tout et qu'il est là. Et après, il va manipuler avec ça après. Hein. Par exemple, avec l'autre approche qui vient de l'analyse transactionnelle, qui est la process communication. Je ne sais pas s'il l'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Enfin, nous, on l'a connu sous la PCM, la process management. Et maintenant, ils ont changé certains noms. Ouais. Toby Keller, ouais. Ils ont changé certains profils, mais ça reste les mêmes. L'empathique, par exemple. L'empathique, il a un peu du mal à dire non. Pourquoi? Parce qu'il veut préserver la relation. Si je dis non à l'autre, la relation peut se briser. Et donc, dans ses besoins psychologiques, il y a un besoin de se sentir utile et de faire plaisir. Il est beaucoup dans le driver fait plaisir. Parce qu'il a beaucoup entendu, il a intégré que je ne suis aimé que quand je fais plaisir. Donc, faire plaisir, c'est dire oui. Même quand j'ai envie de dire non. Et donc après, il reste tout seul avec tout ces états d'âme, hein, d'accord. On peut se poser aussi la question de quand je dis oui, est-ce que je respecte mon énergie? Est-ce que je respecte mes propres besoins? Si je respecte mon énergie, l'énergie que j'ai mis dedans, voyez, et de toute façon, le corps va parler. Le corps, tout le langage non verbal va parler. Où on va avoir de l'anxiété, où on va avoir des maux de tête, une fatigue, de la charge mentale. Tout ça parce qu'on n'a pas réussi à dire non. Parce qu'au final, c'est ça qui va se passer. Mais c'est ça, justement. Mal au ventre, voilà. Mal au ventre dès qu'on va voir les autres. Et moi je me rappelle quand j'allais aux réunions à l'époque, j'étais en pleine reprise de mes études quand j'assistais aux réunions de mes enfants quand ils étaient petits et qu'on faisait la répartition des tâches et il n'y avait pas beaucoup de parents qui s'investissaient. Moi j'étais à fond les ballons et je me rappelle, j'étais là, purée, j'espère qu'ils vont pas. Alors je gardais la tête baissée, genre je me fais pas avoir, genre on me voit pas, vous voyez. Donc je croise pas le regard des autres. Il dit Madame Chadibaou, ça vous dit? Ou alors, le compte rendu. Ah, mais Madame Chadibaou, elle est en train d'écrire. Et moi, je sortais tout le temps mon carnet. C'est le pire quand il faut faire le compte rendu. Je me tapais tous les comptes rendus, Philippe. Tous les comptes rendus de réunion. Et en plus, ils disaient, mais en plus, c'est bien. Franchement, comment vous l'avez fait? En plus, j'ai pas fait n'importe quoi. J'ai fait un PowerPoint de la réunion, des résolutions avec lesquelles on est sorti, du prochain ordre du jour de la prochaine réunion. Alors après, il y a des techniques. Il y a des gens qui vous font des comptes rendus en 3 minutes parce que de toute façon, vous savez ce qu'ils allaient mettre dedans. Hein. Oui. Mais ceux qui s'appliquent vraiment, qui passent une demi-journée à faire un compte rendu. Non, mais maintenant, il y a ChatGPT. Donc maintenant, on se prend plus la tête. On va lui dire, voilà, il y a une réunion, il y a eu ça. Voilà, tu me prépares un truc, un déroulé ou Non, vous feriez pas ça. Vous. Voilà, non, vous feriez pas ça. Vous appelleriez pas ChatGPT. Non, non, pour le compte rendu, bien sûr que non, mais pour me faire aider parfois par ChatGPT quand je suis un petit peu bloquée, des fois, oui, je peux lui demander. Vous savez, j'ai des patients maintenant qui viennent et qui ont consulté ChatGPT. Non, parce que maintenant, c'est les 2/3 des patients qui ont consulté. Mais ils viennent, ils me disent, voilà, en fait, et j'ai dit, mais comment vous êtes arrivé à vous avez été voir un psychiatre pour avoir le... Non, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, vous savez quoi, restez avec lui. Non, j'ai dit, non, puisque c'est... Chez moi, c'est dans la relation que je travaille. Je travaille pas de... Voilà, ChatGPT, il a ses données. C'est un vrai sujet, de savoir en quoi ça va modifier le rapport entre les soignants et les patients. Oui. Enfin, si les soignants étaient plus disponibles, je pense que les patients consulteraient peut-être moins aussi ChatGPT. Non, mais en fait, Philippe, il y a ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi, les patients veulent que ça aille vite. Et parfois, sur certaines choses, sur certaines thématiques, il y a besoin... Le temps est un facteur essentiel. Le temps de verbalisation est un facteur essentiel. Parce que les gens veulent des recettes toutes prêtes. Vous voyez, par exemple, avec une de mes patientes, je travaille en EFT, par exemple, et elle me dit « Ah, mais non, mais c'est venu, ça a remué. » Je dis « Mais c'est le but de faire remonter tout à la surface, c'est pas de garder tout comme une eau vaseuse. Vous savez, l'eau, quand la vase est en bas, et en fait, on a l'impression... Et puis, on va tout faire remonter pour clarifier et pour de décharger. Mais si on le garde et qu'on dit c'est bon, l'eau est claire, là, c'est sympa, mais quand on va dans les profondeurs, c'est terrible. Vous voyez ?
Alors pour en venir au sujet de l'émission, la personne qui vous demande un service ou de l'aide, elle est parfois réellement en difficulté. Donc ça peut vraiment aussi poser un problème parce qu'en disant mais elle est quand même, elle en a besoin. Oui, elle en a besoin. Bien sûr on n'est pas en train de dire que la personne qui vient demander quelque chose, elle est en train de jouer ou en train de vous manipuler. Ça peut arriver, oui. Mais la plupart du temps, quand les gens demandent... Il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande. Et c'est ça, c'est dire non à quelque chose en disant, tu vois, lui, il est en dessous de moi, ou il a vraiment besoin de moi, et je ne suis pas présent. Oui, je suis pas... Alors, dans ce cas-là, il faut questionner aussi le lien qu'on a avec cette personne. Est-ce qu'elle peut entendre? Peut-être que vous êtes dans une phase où, pour le moment, c'est pas évident pour vous de pouvoir aider ou de pouvoir aider à la hauteur que l'autre voudrait, que l'autre attend, et simplement, vous savez, il faut simplement le verbaliser et le dire. Oui, de toute façon, on ne peut pas toujours être là et on n'est pas obligé d'aider les gens. On n'est pas toujours obligé d'aider les gens. Je vais vous donner un autre exemple que j'ai eu cette semaine. J'ai eu une situation avec un ami qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, il y a un ami, j'ai un couple d'amis qui ont tel problème. Est-ce que tu peux les prendre, s'il te plaît? C'est moi qui vais payer les... Je dis, stop, tu t'arrêtes tout de suite. Je lui dis, tu sais que le fait qu'ils prennent en charge leur thérapie fait partie de la thérapie. Je lui dis, là, tu es en train de vouloir sauver. C'est un sauveur. Oui, c'est un sauveur. Là, on est à fond là-dedans. Et donc, il me dit, oui, mais moi, je voyais pas le truc, mais il faut sauver le couple. Je dis, oui, mais est-ce qu'eux, ils ont envie de sauver leur couple? Est-ce qu'eux, ils prennent responsabilité de ce qui se passe? Pourquoi? Parce que face à un sauveur, on a quoi? On a des victimes. Qu'est-ce qu'on fait pour responsabiliser la victime et pour la rendre actrice de son changement? Pour qu'elle entende le nom de dire, oui, là, tu es vraiment dans une grosse galère. Ok, là, je peux rien pour toi. Mais je suis là. Quand je dis je suis là pour toi, c'est-à-dire que je vais te soutenir. Je suis dans une écoute attentive. On va chercher les ressources à l'extérieur, mais c'est pas forcément moi qui vais te les donner. Vous voyez? Et ça, c'est fondamental. Et ça, il faut. Mais alors, au final, vous les avez vus ou pas? Non, je les ai pas vus parce que j'ai dit à mon ami, je lui ai dit, écoute, dis-leur, donne-leur mes coordonnées. Et qui m'appelle. Ils m'ont pas appelé, ils ont dit non, ils sont pas prêts. J'ai dit ok. Voilà, tout simplement. C'est QFD. Ouais. Il m'a dit bah ouais, et puis il m'a dit bah t'avais raison. Ouais, t'as raison. Je lui ai dit oui, regarde, j'ai dit à qui, moi il y a une question que je pose tout le temps. À qui appartient le problème? À qui appartient le problème? C'est le tien que ce couple il aille pas bien? Si c'est le tien, c'est toi qui dois les consulter. Si c'est pas le tien, restitue. C'est leur problème, c'est à eux de prendre responsabilité, de vouloir le régler et de le régler avec des professionnels. Vous voyez? Et ça, le problème, la plupart du temps, on fait n'importe quoi. Quel est le risque de ne jamais dire non? Le risque, c'est de tomber dans le mal-être, de devenir complètement dépressif, parce qu'on va se contrarier tout le temps. On va tout le temps se contrarier, et donc on peut être vraiment tombé dans le mal-être et voire dans la dépression. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et la plupart du temps, les gens qui viennent me disent, oui, j'ai laissé tellement de choses. Je me suis oubliée. Vous imaginez? Je me suis oubliée, je suis restée à faire plaisir à celui-là, à faire ça. Mais moi, en fait, est-ce que moi, j'en avais envie? Est-ce que moi, j'ai choisi de faire ça? Et ça, c'est la question qu'on pose. Est-ce que toi, tu choisis de le faire? Et c'est là où tu es dans ton pouvoir. Si tu choisis de le faire, j'ai le pouvoir de dire oui et le pouvoir de dire non. Mais si je ne le choisis pas, c'est que je suis dans la contrainte, c'est que je suis dans la pression, c'est que je suis dans l'obligation. Mais regardez, quand on reparle des parents, donc sa mère ou son père, c'est impossible de dire non. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser la plupart du temps le lien de la piété filiale et de dire est-ce que je suis une bonne fille? Vous vous rappelez quand on avait fait l'émission sur la bonne fille de ses parents, est-ce que je suis une bonne fille ou pas? Et souvent c'est vrai parce que on peut développer aussi des relations toxiques. On en a déjà fait plusieurs émissions. Mais la question ne se pose pas, ses parents ne disent pas non. Non, c'est pas ça, Philippe. C'est pas qu'on ne dit pas non. Les parents, ils doivent aussi entendre non. Par exemple, moi je le rencontre souvent dans le style éducatif. Quand le parent il dit oui, mais nous de notre temps on n'éduquait pas comme ça, on fait pas comme ça, ton enfant il a besoin d'une petite traha, tu vas voir, il va comprendre. Et vous dites non, moi je ne veux pas éduquer mes enfants avec des gifles, avec des claques, avec tout ça. Oui, c'est difficile. Oui, parce que on fait plus de psychologie. Oui, avant on se posait pas toutes ces questions. Et après c'est la question de ça va être accepté ou pas, mais ça leur appartient. Oui. Vous, du moment que vous l'avez verbalisé, que vous l'avez dit, que vous avez posé une limite ici et que vous êtes en alignement avec votre style éducatif, que vous soyez apprécié ou pas de vos parents,
Et ça, il faut leur dire. Dire, écoute, moi, j'attends pas l'approbation. Je suis pas en quête d'approbation sur mon style éducatif. Mais ça présuppose d'être fort. Ça présuppose d'être bien ancré, Philippe. Bon, à pas profiter de votre été pour apprendre à dire non. Alors, pas non systématiquement non plus. Oui, non, bien sûr. Voilà. C'est vraiment se questionner, comme on l'a dit au départ. Qu'est-ce qui me met mal à l'aise ? Est-ce que c'est un besoin psychologique ? D'accord ? Et quand je dis oui à l'autre, est-ce que je me dis non à moi ? Ou est-ce que je me dis aussi oui ? Si je me dis aussi oui, on y va, au contraire. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette vidéo, Karima, en vert. Oui, avec plaisir. Magnifique couleur que le vert. J'adore le vert. Ouais. Oui, je sais. Le vert, c'est l'espoir. Oui, absolument. Entre autres. Entre autres. Donc sur la chaîne YouTube de Beurre FM, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir et à bientôt. Une très belle journée santé sur Beurre FM.